Maintenant, on va regarder les causes et symptômes de TSPT un peu plus étroitement. Donc, les causes, c'est l'exposition à la mort réelle ou menacée, à des blessures graves ou à la violence sexuelle lorsqu'on vit directement les événements traumatiques. Donc, la définition originale, on vit directement quelque chose ou on est témoin en personne de l'événement tel que vécu par les autres. Donc, si on imagine les gens qui arrêtent sur le roue avec leur caméra et regardent quelque chose, on apprend que les événements traumatiques se sont produits auprès d'un proche. Et proche, ça peut être membre de la famille ou un ami ou une cliente. En cas de décès réel ou menacé d'un membre de la famille ou un ami, là où les événements doivent avoir été violents ou accidentels. Donc, c'est pas nécessaire que c'était une violence, ça peut être aussi un accident, auto ou autre chose. On est exposé de façon répétée ou extrême aux détails adverses d'événements traumatiques. Et voici le critère vraiment de stress traumatique secondaire. Donc, les premiers intervenants qui recueillent les restes humains, les agents de police exposés à maintes reprises aux détails de maltraitance des enfants, et comme nous avons vu, les gens qui travaillent dans le DPG ou dans les auberges, etc. Une autre chose que je peux ajouter, France, si je pense à votre question, parce qu'on va regarder plus tard que le soutien social au travail est très important. Donc, si vous êtes dans un système professionnel où les systèmes sont vraiment bien tapés, les relations entre les professionnels sont vraiment bons, forts, clairs, efficaces, tout ça aussi joue dans les facteurs protecteurs. Quels sont les symptômes? Donc, on a la présence des symptômes dans toutes ces catégories, les quatre. Et comme j'ai dit avant, maintenant, on parle de TSPT, OK? Ça, c'est le plus loin qu'on peut aller. Ça veut dire que chaque quatre choses doit avoir quelque chose là-dedans. Mais si vous avez une ou deux ou trois, c'est possible que ce n'est pas un TSPT, mais ça peut être très pénible quand même, OK? Donc, c'est toujours mieux de penser, de prendre le pouce, de prendre la température, de prendre le niveau des symptômes que vous avez pour répondre, pour faire un processus pour les soulager, même si ce n'est pas au niveau le plus haut clinique de TSPT. Donc, on va regarder ces symptômes. Quand on dit symptômes d'intrusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est les souvenirs récurrents, involontaires et intrusifs des événements traumatiques. Ça peut être comme un flashback, OK? C'est le fameux flashback de l'ancien soldat qui entend une brise sur la route, puis il est dans la guerre avec les hélicoptères. Mais c'est aussi juste les pensées. Vous êtes au souper avec votre famille et tout à coup, vous pensez de cette chose ou quelque chose vous fait rappeler. Et c'est un souvenir que vous ne voulez pas avoir en ce moment. Ça, c'est un souvenir récurrent ou involontaire ou intrusif. Les rêves récurrents pénibles liés à l'événement traumatique, donc les cauchemars en fait, les rêves avec les personnes qui étaient impliquées. Et ça peut être difficile parce que ça nuit à l'hygiène de sommeil. Puis les gens peuvent avoir la difficulté d'aller dormir. Ça peut aussi mettre à risque pour la toxicomanie parce que les gens vont dire, OK, je vais prendre le marijuana ou je vais prendre l'alcool pour m'aider à dormir. Ou je vais prendre d'autres drogues pour m'aider à dormir parce que c'est très difficile à dormir. Les réactions de dissociation, le détachement, la perte de mémoire. Beaucoup de personnes disent que c'est difficile de comprendre la dissociation. C'est quoi ça exactement? C'est pas tout le monde qui trouve cette symptôme facile de comprendre. La meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est que est-ce que vous êtes à une fois comme dans la lune? C'est comme vous êtes dans vos pensées, puis il y a des choses qui arrivent partout, mais vous ne vous rendez pas compte, vous pensez à quelque chose, vous êtes dans la lune, puis à un moment donné, quelqu'un dit Hey, 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 viens avec nous, on est ici. Ça, c'est un petit processus dissociatif, OK? Vous comme perdez la connexion avec ce qui arrive autour de vous. Et dans ces moments-là, vous n'êtes pas courant avec les choses qui arrivent.
Tout le monde fait les dissociations, c'est tout à fait normal. C'est juste comme toutes les autres choses, c'est normal jusqu'au point que ça arrive trop et qu'on perde la moitié d'une journée ou on perd beaucoup d'expérience, on n'a pas des mémoires des choses. Les réactions physiologiques marquées qui symbolisent ou rassemblent un aspect de l'événement traumatique. Donc ça, c'est comme un flashback, mais c'est les aspects physiques. Avez-vous jamais eu cette expérience où vous pensez à la première bisou avec votre amour et vous faites comme une ouh, ça donne une sensation, c'est une mémoire ultra plaisante. C'est comme ça, mais l'inverse. Vous avez l'expérience physique d'être dans cette situation très terrible, mais il n'y a aucune raison dans la vie en ce moment pour avoir cette expérience physique. Donc, beaucoup des victimes de violences en enfance, ils expliquent que il y a un élément déclencheur qui va commencer cette chaîne d'expérience physique. Peut-être quelqu'un qui a vécu l'abus pendant que le café s'est fait après le souper. Donc, cette odeur de café, ça peut faire rappeler et même commencer une chaîne des expériences physiques. Ou peut-être c'est les glaçons dans un verre qui fait clink, clink, clink. Et tout à coup, il va transpirer, il va avoir l'essoufflement très shallow. Je ne sais pas le mot pour ça. Évitement, c'est un autre type de symptôme. Les efforts pour éviter des souvenirs, des pensées ou des sentiments pénibles au sujet de ou étroitement associés à une ou plusieurs événements traumatisants. Donc, vous êtes au travail, vous êtes dans un coin particulier, un quartier, et quelque chose vraiment difficile arrive. Le lendemain, vous évitez cette roue, vous évitez ce coin à centre-ville, vous faites d'autres choses parce que, je sais pas, tu fais d'autres choses, tu peux pas faire toutes les choses, puis tu fais des choses qui évitent ces choses-là. Parfois, c'est vraiment pensé, non, je veux pas. Et parfois, ça juste arrive comme ça. C'est pas conscient, c'est quelque chose qu'on fait juste comme ça. Les odeurs que vous ne voulez pas sentir, ou si vous avez cette feeling encore, vous juste tournez le visage. Quand j'ai parlé avec les personnes qui ont travaillé dans une auberge pour femmes, ils disent que, oh, j'évite parce que je suis toujours dans le bureau. Je ne suis pas sur le plancher. C'est un choix que je fais. Donc, ça peut être comme où vous asseoir ou quel type de charge de travail que vous avez pour une journée. Les efforts pour éviter les rappels externes, personnes, lieux, conversations, activités, objets, situations qui éveillent des souvenirs pénibles, des pensées ou des sentiments au sujet ou étroitement associés à une ou plusieurs événements traumatisants. C'est logique, c'est normal, c'est peut-être même bien pensé d'éviter les choses qui sont difficiles, mais ça, c'est le problème professionnel pour nous dans les services humains. On est obligé d'aller dans les places qui nous donnent les mémoires, les pensées, peut-être des éléments difficiles. Alteration dans les pensées et l'humeur. Incapacité de se rappeler un aspect important de l'événement traumatique. Okay? Ça, c'est l'amnésie. Oh, je sais pas. Ça pourrait être très difficile si vous faites une enquête ou si vous êtes obligé de rappeler les détails. Croyances ou des attentes négatives persistantes et exagérées sur soi, les autres ou le monde. On a vu ça avant hein, avec la sécurité publique. Les pensées comme je suis mauvais, personne ne peut me faire confiance en moi, le monde est complètement dangereux, mon système nerveux entier est définitivement ruiné. Tout ce type de discours très négatif, très rigide, est vraiment pas bon pour nous. Pensée persistante et déformée au sujet de la cause ou des conséquences de l'événement traumatique qui conduit l'individu à se blâmer lui-même ou l'autrui. Ce type de choses peut nous rendre avec les paroles discriminatoires envers les autres. J'ai
travaillé avec plusieurs des membres qui a eu une situation très négative avec une communauté en particulier et après, cette communauté est vraiment pas bonne. Donc, ça peut nous amener à penser, faire ou dire les choses qui sont vraiment contre notre mandat et contre nos valeurs à la base. État émotionnel négatif persistant, d'être en colère, culpabilité, honte, intérêt considérablement diminué ou participation diminuée à des activités importantes. Vous avez une souper chaque jeudi soir avec les amis. Ah, ça fait 2 semaines, non merci, j'ai pas hâte. Sentiment de détachement ou d'éloignement des autres. Et je pense que quand on regarde ces choses-là, il faut rappeler que c'est attendu à un certain point qu'on va avoir ces types de symptômes, mais c'est attendu que ça diminue. C'est juste quand ça continue pendant trop long, comme incapacité à éprouver le bonheur, la satisfaction ou des sentiments affectueux. Un autre grand groupe des symptômes, c'est les altérations de l'excitation et la réactivité, comportement irritable, inattendu et crise de colère généralement exprimées comme une agression verbale ou physique envers les personnes ou des objets. Je pense aux professionnels qui sont vraiment capables de gérer les choses au travail, mais dès qu'ils reviennent chez eux, ils ne sont pas aussi capables avec leur partenaire. Donc, vous avez des situations de violence à la maison ou avec les enfants ou dans la famille. Comportement téméraire ou autodestructeur, le fameux quand nous coupe nos mêmes. Hypervigilance, toujours comme à l'écoute. Je suis toujours la personne, si je loue une chalet avec les amis, je fais comme le chien, je regarde, ah, cette terrasse, c'est dangereux, c'est pas bien fait. OK, je peux pas aller là. C'est vraiment, tu cherches pour, c'est où le danger possible. Et encore une fois, c'est nécessaire dans une certaine façon pour les professions différentes. Et pour vous, c'est important d'être capable de comme trancher, OK, c'est quoi le niveau de vigilance que moi j'ai besoin comme un membre de la force publique, évidemment, et quand est-ce que je suis sur l'autre côté de la ligne? La réaction de sursaut exagéré, problème de concentration et troubles de sommeil, comme on a déjà discuté. À quel moment la souffrance devient-elle une TSPT? La durée des perturbations est supérieure de 1 mois. Ça, c'est la ligne magique. OK? C'est vraiment, ça peut être 3 semaines, ça peut être 5, mais c'est déterminé que c'est 1 mois, que c'est vraiment trop. Donc, si vous avez une expérience ultra négative et difficile et vous avez toute une coupe de ces symptômes qu'on a juste discuté, c'est normal. Donc, vous pouvez comme respirer, relaxer et prendre un recul et dire, OK, ça c'est normal, j'ai vécu quelque chose de difficile, il faut que je pense à ça dans une façon aidant avec les gens qui me soutiennent, il faut que je comme me donne un peu de gentillesse, un peu de soin, un peu euh, des choses que j'aime pendant un peu de temps. Mais si ça continue 1 mois après, OK, maintenant c'est le moment de consulter. La détresse ou déficience significative dans les domaines sociaux, professionnels ou autres domaines importants de fonctionnement. Donc, même si c'est vite ou même si ça prend 6 mois, mais si vous avez vraiment une expérience de détresse ou comme vous n'êtes pas capable de faire des choses comme avant et ça change la vie, allez consulter. Vraiment, c'est pas nécessaire à souffrir. Et la perturbation n'est pas attribuable à l'effet physiologique d'une substance, évidemment, ou une autre condition médicale. Donc, ça, c'est la beauté de consulter avec les médecins parce que ça peut arriver que vous avez une autre cause pour ces symptômes et c'est même pas relié au TSPT. Il y a les autres situations de toxicité ou des autres choses qui peuvent arriver qui peuvent résulter dans ce type de symptômes. Donc, je vais commencer avec un autre mythe. Si tu ne subis aucun impact, c'est parce que tu es mieux équipé pour gérer ton bien-être. Donc, les fameuses personnes qui n'ont aucun impact, c'est juste qu'ils sont mieux que nous qui
ont un impact. Voilà. La réalité. Les plus gros indices de TSPT, c'est les facteurs pendant ou suivant l'expérience traumatique. Pourquoi est-ce que j'explique comme ça? Parce qu'on a l'habitude à donner la capacité dans l'individuel. C'est moi qui est mieux et toi qui est pas bonne. Mais les choses qui produisent le TSPT sont pour la plupart situationnelles. La sévérité du trauma. Si j'ai répété ça, c'est parce que c'est le plus gros indice et facteur de risque. Si vous êtes exposé ou non et à quel niveau. Le manque de soutien social. Si vous êtes toute seule, si les gens autour de vous ont une attitude assez difficile envers vous et votre expérience, si vous n'avez pas personne avec qui vous pouvez parler de votre expérience, si vous avez le sentiment que vous êtes bête et stupide et pas bonne, et il n'y a personne autour de vous pour dire non, mais non, vous êtes un être humain qui était normal d'avoir une réaction après cette expérience. Le stress de vie additionnel. Moi, j'ai travaillé avec une travailleuse sociale à l'hôpital et elle était en urgence et moi, j'étais en santé mentale. Et quand on a eu nos réunions d'équipe, c'était vraiment un cirque et c'était pas facile, mais j'étais toujours contente de la voir. Elle était ce type de personne qui était toujours calme, elle respire avant qu'elle parle, elle réagit jamais dans une façon sans respect. Elle était vraiment comme un modèle pour moi. Ah, wow! Une journée, comme 10 ans après, j'ai arrêté de travailler à l'hôpital. J'ai croisé cette personne sur le rue dans mon quartier et j'étais vraiment contente de la voir. J'étais, comment ça va? Puis elle a dit, je suis sur un congé maladie. J'étais vraiment surprise. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai vraiment pensé à toutes ces mythes-là. Si elle est magnifique, c'est pas possible. Si elle adore son job, c'est pas possible. Si elle est super sage et bonne à son travail, etc., etc. J'étais vraiment comme, comment ça? De tout le monde, vous êtes la dernière que je peux imaginer. Puis, elle me racontait que elle a eu une fin de semaine assez rock'n'roll dans la salle d'urgence. Il était surchargé des patientes. Il y a eu des problèmes de personnel, un manque de personnel. Et une de ces patientes a fermé la porte à clé. Il a essayé de se suicider sur un tuyau. Il n'a pas eu un succès, mais il a brisé le tuyau. Il y a eu une grosse inondation dans la salle d'urgence au complet. Donc, il était obligé de sortir tout le monde. C'était ultra chaotique. Puis, en même temps, ça fait 2 jours avant de cette expérience qu'elle a appris que son mari commence d'avoir un problème où il va perdre son vision. Et 6 mois avant qu'il va être aveugle. Puis, elle était débordée. Elle a perdu la capacité de gérer tout ça. Quand moi, je pense à cette expérience, je dis, mais bien sûr, ça c'est vraiment une charge de stress de vie additionnelle assez difficile. Et si je mets ça avec cette fin de semaine à la salle d'urgence où vous avez rencontré une journée assez pénible, c'est logique. Les autres deux qui sont moins forts que la sévérité de trauma, manque de soutien social et stress de vie, c'est la dissociation, je m'excuse, péritraumatique et les émotions péritraumatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier, c'est si vous êtes dans la situation et vous avez eu cette expérience d'aller dans la lune et de couper de réalité pendant ou après. Ça, c'est un facteur de risque parce que ça nous aide si on reste connecté et intégré avec nos pensées et nos sens, nos visions,
nos oreilles, etc. Donc, ça, c'est un risque. Si vous avez coupé la réalité un peu, donc, c'est pas nécessaire que vous allez avoir un TSPT, mais ça peut prendre un peu plus long pour intégrer votre expérience. C'est une façon que notre corps peut survivre une situation difficile, c'est de avoir moins de contact avec les situations mêmes. C'est bien fait, nos façons de survivre, mais si on utilise ce type de mécanisme, ça peut prendre plus longtemps. Et les émotions péritraumatiques. Les émotions péritraumatiques, c'est intéressant. L'émotion la plus pénible, je pense, c'est la trahison. Si l'expérience traumatique a eu un élément de trahison, ça, c'est vraiment dangereux. Et je pense que c'est logique et on peut imaginer facilement. Si moi, je traverse la rue et une Dodge Caravan vient et me frapper et j'ai une jambe cassée, et c'était une expérience traumatique, c'était terrible, mais c'était un accident, puis OK, je comprends qu'est-ce qui s'est passé, je vais guérir, je vais avoir... Bon. Mais si exactement la même chose arrive, mais la personne qui conduit le Dodge Caravan, c'est mon mari Simon. Et Simon me regarde et il fait ça, et il fait ça, et il essaie de me frapper. Oh, ça, c'est quelque chose d'autre complètement. OK? Donc, c'est pas l'expérience, mais c'est aussi le contexte, la compréhension, comment en faire le sens pour la situation. Les impacts importants qu'on a déjà discuté un petit peu, c'est le TSPT, c'est significativement associé à des comportements agressifs, la consommation des substances intoxicantes et des idées suicidaires et tentatives de suicide. C'est sur la sécurité publique, il y a les forts liens avec la consommation de substances intoxicantes. Les questions de suicide, c'est moins bien compris parce qu'on n'a pas des bonnes statistiques pour ça, plus pour les tentatives, mais c'est vraiment préoccupant en tout cas. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup des façons que les gens utilisent pour essayer de gérer le détresse et les difficultés des effets de leur travail. Et le jugement professionnel est significativement affecté par l'exposition à un stress traumatique, même lorsque l'on emploie des mesures standardisées du style risk assessment. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé vraiment débile. Parce qu'en travail social, c'était la mode d'avoir les risk assessment. C'est quoi ça en français, un risk assessment? C'est un outil validé avec oui ou non, oui ou non, oui ou non, et à la fin, tu as un score qui te donne le niveau de risque associé avec le phénomène avec lequel vous travaillez. Donc, j'imagine que vous avez les outils comme ça dans vos travails. Mais qu'est-ce qu'on a appris avec l'étude de ce type d'évaluation de risque? C'est que si moi, je suis un professionnel qui a vécu beaucoup des expériences traumatiques, moi, je vais évaluer le risque différemment que quelqu'un qui n'a pas eu ces expériences traumatiques. Donc, l'idée derrière ces outils, c'est que c'est standardisé et n'importe quel professionnel va avoir le même score à la fin parce que c'est très clair comment il faut répondre aux questions. Mais un exemple que je peux vous donner, c'était avec l'évaluation de risque de violence ou danger dans une famille avec la violence. Quand ils ont étudié les réponses données et les scores qui ont été arrivés par les professionnels qui ont vécu le trauma, ils ont trouvé que leur score de risque était significativement plus bas que celle qui n'a pas vécu le trauma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai mon pingouin qui a vécu beaucoup de trauma, vraiment une année difficile, et j'ai mon scientologue qui a aucun trauma dans cette année. Et les deux sont donnés la même évaluation de risque, l'outil, et les mêmes informations. Celle-là, il va dire, ces enfants sont vraiment à risque, un risque de 80%, c'est sûr. Mais notre pingouin traumatisé,
Ah, c'est juste 30%, 20%, c'est vraiment pas grave. Pas beaucoup de risques. Donc, c'est une sous-estimation qui arrive quand les gens ont vécu beaucoup de traumas dans leur vie. Les stresseurs chroniques dans un environnement organisationnel sont les meilleurs prédicteurs de détresse post-traumatique chez les travailleurs. Vous allez voir que j'ai mis ça en rouge parce que je pense que c'est vraiment important et j'espère que c'est le fil qui suit dans toute cette présentation. Il faut qu'on arrête de blâmer et regarder les individus et il faut qu'on mette la lumière sur les organisations. C'est là où on va trouver les moyens de protéger le personnel et d'éviter les traumatisations.